Ok, le 18 juillet 2026, au Hard Rock Stadium de Miami, Didier Deschamps regarde son gardien aller chercher un 6e ballon au fond de ses filets. L'Angleterre vient d'humilier la France, 6-4, lors de la petite finale du mondial, et pour la toute dernière sortie de sa carrière de sélectionneur, celui qui a soulevé la Coupe du Monde en 2018 encaisse la pire déroute de ses 14 années à la tête des Bleus. Pourtant, quelques jours plus tôt, cette même équipe restait sur 6 victoires consécutives depuis le début du tournoi, ayant terminé première de son groupe avant d'éliminer tour à tour la Suède, le Paraguay 1-0 et le Maroc 2-0, avant de buter sur l'Espagne en demi-finale, battue par elle 0-2. Deschamps venait même de battre un record, celui du sélectionneur ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde de l'histoire, 26 au total sur ses 4 mondiaux à la tête des Bleus. Et il n'en avait perdu que 3 hors séance de tir au but, en 2014 face à l'Allemagne, en 2022 face à la Tunisie, et donc cette fois face à l'Espagne. Mais voilà, l'histoire retient les adieux, pas les statistiques, et Deschamps quitte son poste sur cette image amère. Sauf que pendant que tout un pays pleure la fin d'une ère, une autre se prépare déjà en coulisses, et son nom, tout le monde le connaît depuis des années. Et ce n'est pas n'importe quel héritage que Deschamps laisse derrière lui. En 14 ans, il aura ramené la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations 2021 et emmené les Bleus jusqu'en finale de l'Euro 2016, puis de la Coupe du Monde 2022. Autrement dit, celui qui prend sa suite n'hérite pas d'un chantier à reconstruire depuis les fondations, mais d'une équipe habituée à jouer les tout premiers rôles, ce qui rend justement l'attente encore plus grande autour de son successeur. En fait, l'information a fuité avant même le coup d'envoi de cette petite finale. L'équipe a lâché la bombe le vendredi. Zinedine Zidane prendra la suite de Didier Deschamps. Le lendemain, le Parisien titrait tout simplement « À Zidane de jouer », en une de son édition dominicale. Et pendant que Deschamps encaissait son 6e but à Miami, Zizou, lui, planchait déjà en coulisses sur son futur staff avec son fidèle bras droit David Bettoni, celui qui l'a suivi à chaque étape de sa carrière d'entraîneur depuis Madrid. Le président de la fédération, Philippe Diallo, a promis une annonce d'ici la fin du mois, sans jamais prononcer le nom, comme si tout le pays n'était pas déjà au courant. Et selon les dernières informations, la conférence de presse officielle doit se tenir le mardi 28 juillet à 11h. Zidane prendra ses fonctions le 1er septembre, avec un premier match fixé au 25 septembre en Turquie pour la Ligue des Nations, et un seul horizon affiché par la fédération, l'Euro 2028. Quoi qu'il en soit, ce qui frappe le plus dans cette succession, c'est que même l'homme qu'il remplace la valide sans détour. Interrogé par l'équipe sur l'identité de son successeur idéal, Deschamps a lâché que Zidane était un très bon candidat, naturel et j'ajouterais attendu, tout en précisant que la décision finale ne lui appartenait pas, mais revenait au joueur lui-même et au président de la fédération. Laurent Blanc, lui-même ancien sélectionneur entre 2010 et 2012, a de son côté confié aux Parisiens qu'il espérait sincèrement voir Zizou prendre les rênes des Bleus. Même Nicolas Anelka, jamais avare d'un avis tranché, a désigné Zidane comme une évidence pour ce poste. Alors, quand un ancien sélectionneur qui part, un autre qui a occupé le poste avant lui, et une bonne partie de la presse sportive tombent tous d'accord en même temps, on se doute que ce n'est pas un hasard. Mais pour comprendre pourquoi cette nomination fait autant vibrer un pays entier, il faut remonter très loin en arrière, bien avant les trophées et les gros titres. Car avant de devenir cette légende qu'on s'arrache aujourd'hui, ce gamin discret qui traînait sur les terrains vagues du quartier nord de Marseille n'était qu'un adolescent maladroit, un peu voûté, qui préférait le ballon au mot. Un club de la région, l'AS Cannes, le repère lors d'un tournoi et le fait quitter sa ville à 14 ans pour intégrer un centre de formation loin de chez lui. Personne, à l'époque, n'imaginait que ce gamin réservé deviendrait un jour l'homme qu'un pays entier réclame à la tête de son équipe nationale. Tout d'abord, il fait ses débuts professionnels à Cannes, avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux en 1992, où il atteint la finale de la Coupe UEFA en 1996, perdue face au Bayern Munich. Cette même année, il est élu meilleur joueur du championnat de France, un signal qui ne trompe déjà plus grand monde sur ce qu'il attend à l'étranger. Cela suffit pourtant à convaincre la Juventus Turin de miser sur lui, pour un peu plus de 3,5 millions d'euros, une somme presque dérisoire au regard de ce qu'il allait devenir. En Italie, il explose complètement. 2 titres de champion consécutifs, une reconnaissance immédiate comme meilleur milieu offensif du monde, et lors de sa meilleure saison turinoise, il inscrit 7 buts en 32 matchs, tout en multipliant les passes décisives pour Alessandro Del Piero et Filippo Inzaghi. Mais le sort s'acharne en finale de Ligue des Champions. Défaite en 1997 contre le Borussia Dortmund, puis en 1998 contre le Real Madrid, ce même club qui viendrait le chercher 3 ans plus tard. 1998, c'est justement l'année où tout bascule pour de bon. Zidane reçoit le Ballon d'Or en décembre et devient la même année élu meilleur joueur du monde par la FIFA,
un titre qu'il ira rechercher 2 fois de plus par la suite, en 2000 et en 2003, une performance que seul le Brésilien Ronaldo a égalée sur cette période. Pourtant, quelques mois plus tôt, en plein mondial organisé à domicile, tout avait failli tourner au fiasco. Le tournoi commence pourtant idéalement. Dès le premier match contre l'Afrique du Sud, Zidane sert Christophe Dugarry sur corner pour ouvrir le score. Mais lors du 3e match de poule contre l'Arabie Saoudite, il écope d'un carton rouge pour un geste d'humeur sur un adversaire à terre et se retrouve suspendu pour les 2 rencontres suivantes. Pendant que la France élimine le Danemark puis le Paraguay sans lui, la pression monte et certains commencent déjà à douter de ce jeune joueur trop nerveux pour le grand rendez-vous. Alors il revient pour les quarts, puis les demi, et le 12 juillet, en finale contre le Brésil de Ronaldo au Stade de France, il inscrit 2 têtes, une avant la pause et une juste avant, et offre à son pays son tout premier titre mondial sur un score sans appel de 3-0. 2 ans plus tard, à l'Euro 2000, il est élu meilleur joueur du tournoi et soulève un nouveau trophée avec les Bleus. Sur le plan individuel, il rejoint alors un club très fermé. Seuls 8 joueurs dans toute l'histoire du football peuvent se targuer d'avoir remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or à la fois, et Zidane en fait partie. En 2001, alors qu'il vient tout juste d'être élu meilleur joueur de Serie A, le Real Madrid casse sa tirelire et débourse environ 77,5 millions d'euros pour l'arracher à la Juventus, 1 an à peine après avoir déjà battu ce même record pour recruter Luis Figo au FC Barcelone. Cette fois, c'est un transfert qui ne déçoit personne. Dès sa première saison, au Hampden Park de Glasgow, en finale de la Ligue des Champions 2002 contre le Bayer Leverkusen, il reprend de voler du pied gauche un centre de Roberto Carlos sur une trajectoire impossible pour ce qui restera comme l'un des plus beaux buts de l'histoire de la compétition, et il termine cette même année meilleur joueur étranger du championnat espagnol. Il rejoint alors une équipe qui collectionne déjà les stars sous l'appellation de Galactique, aux côtés de Figo, Ronaldo, puis plus tard Beckham, une politique de recrutement qui ferait passer les folies du mercato actuel pour de la gestion raisonnable. En 2004, Pelé lui-même l'inclut dans sa liste des 125 plus grands joueurs vivants et l'UEFA le désigne meilleur footballeur européen des 50 dernières années. Malgré tous ces éloges, la fin de sa carrière de joueur ne se fera pas en douceur. En 2006, à 34 ans, il porte une nouvelle fois les Bleus jusqu'en finale de Coupe du Monde, cette fois en Allemagne face à l'Italie. Il ouvre le score dès la 7e minute d'une panenka insolente, un petit ballon piqué au-dessus du gardien italien qui rebondit sous la barre avant de rentrer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la 110e minute, en prolongation, après une provocation de l'Italien Marco Materazzi, Zidane lui assène un violent coup de tête en pleine poitrine et se fait expulser. La France perd la séance de tir au but et Zidane quitte le terrain et le football sur cette image devenue mondialement célèbre. Il est tout de même désigné meilleur joueur du tournoi, une distinction presque ironique compte tenu des circonstances. Pire encore pour ceux qui voudraient oublier cet épisode, un artiste français d'origine algérienne, Adel Abdessemed, en a fait une sculpture de bronze de 5 mètres de haut, sobrement intitulée Coup de tête, exposée devant le Centre Pompidou à Paris en 2012. Le Qatar l'a même achetée et installée sur la corniche de Doha en 2013, avant de la retirer précipitamment quelques semaines plus tard, sous la pression de conservateurs qui y voyaient une forme d'idolâtrie. Comme quoi, même dans la défaite, Zidane a réussi à marquer l'histoire de l'art contemporain autant que celle du football. Quand on lui a demandé pourquoi il ne reprenait pas immédiatement du service après sa retraite, Zidane a préféré patienter. Il devient conseiller spécial du président du Real Madrid, Florentino Pérez, puis assistant de Carlo Ancelotti lors de la saison 2013-2014, où le club remporte la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Il prend ensuite les rênes de l'équipe réserve, la Castilla, pendant 2 saisons, histoire d'apprendre le métier loin des projecteurs. En janvier 2016, alors que le Real pointe à la 4e place et vient de limoger Rafael Benitez, Florentino Pérez fait un pari osé en confiant l'équipe première à cet ancien joueur sans grande expérience sur un banc de haut niveau. La réponse est immédiate. Zidane égale d'abord le record de 16 victoires consécutives que détenait Pep Guardiola avec le Barça, avant d'enchaîner 40 matchs sans défaite en championnat entre avril 2016 et janvier 2017. Et le 28 mai 2016, à peine 4 mois après sa prise de fonction, il remporte déjà la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, au tir au but, lors d'une finale entre les 2 clubs de la capitale espagnole disputée à Milan. La saison suivante, il réalise le doublé Liga-Ligue des Champions, devenant le premier entraîneur à conserver le trophée européen depuis la refonte de la compétition en 1992. Au passage, il devient aussi le premier technicien à enchaîner 2 Coupes du Monde des clubs consécutives, en 2016 et 2017, et 2 Supercoupes d'Europe de rang.
La FIFA le récompense en 2017 du titre de meilleur entraîneur de l'année. Mais la saison 2017-2018 réserve son lot de trahisons inattendues. Distancé rapidement par le Barça en championnat, le Real s'incline même 3-0 à domicile lors du Classico et se fait sortir de la Coupe du Roi par le modeste club de Leganés, un épisode que Zidane qualifiera lui-même de pire souvenir de son passage sur ce banc. Alors, comme souvent avec lui, la réponse arrive là où on l'attend le moins. Le Real élimine le PSG, la Juventus, puis le Bayern Munich, avant de retrouver Liverpool en finale à Kiev, où Gareth Bale inscrit une reprise de volée acrobatique entrée dans la légende. Résultat, une 3e Ligue des Champions consécutive, du jamais vu dans l'histoire du football moderne, et 9 trophées majeurs, engrangés en à peine 28 mois. Et pourtant, 5 jours à peine après ce triomphe, Zidane surprend tout le monde en annonçant son départ, expliquant simplement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle et que le moment était venu pour tous, pour lui, pour le groupe et pour le club. Sans lui, le Real sombre rapidement. Julen Lopetegui est limogé après une humiliation 5-1 lors d'un Classico à Barcelone et Santiago Solari, nommé en urgence, ne parvient pas non plus à relancer la machine. En mars 2019, Florentino Pérez n'a d'autre choix que de rappeler son ancien entraîneur, qui signe jusqu'en 2022 et confie être tout simplement heureux de rentrer à la maison. Son second passage, en revanche, n'a plus grand-chose à voir avec le premier. Son taux de victoire chute à 43%, contre près de 70% lors de son premier mandat, où il s'était pourtant imposé 104 fois en 179 matchs pour seulement 16 défaites. Certes, il ramène un nouveau titre de champion d'Espagne à l'été 2020, après la reprise post-Covid, mais il vit aussi sa première désillusion continentale en tant qu'entraîneur. Élimination dès les 8e de finale de Ligue des Champions face à Manchester City, sur les 2 manches, la première fois de sa carrière de coach qu'il sort aussitôt d'une compétition qu'il maîtrisait pourtant à la perfection. La saison suivante ne sera pas plus clémente. Le Real chute en demi-finale face à Chelsea, qui ira soulever le trophée à Porto, et termine la Liga à la 2e place derrière l'Atlético Madrid. En mai 2021, sans le moindre titre à se mettre sous la dent cette fois, Zidane quitte le banc merengue pour la 3e fois de son histoire avec ce club. Depuis, 5 années ont passé, et Zizou n'a plus jamais retouché un banc de touche. Pourtant, ce n'est pas faute de sollicitations. À chaque changement d'entraîneur retentissant en Europe, son nom ressort presque automatiquement. Le PSG, à la recherche d'un technicien capable de faire enfin gagner l'Europe à ses stars, y a pensé. La Juventus, empêtrée dans une valse d'entraîneurs depuis son départ, l'a courtisé à plusieurs reprises. Même Manchester United, en pleine reconstruction chronique, a vu son nom circuler dans la presse anglaise. Et à chaque fois, la réponse a été la même. Rien. Pas un mot, pas un entretien accepté, pas une seule signature. Lors d'un événement organisé par Adidas sur les Champs-Élysées, interrogé une nouvelle fois sur son avenir avec les Bleus, il avait justement répondu qu'il y avait déjà un sélectionneur en place, une équipe, et que tout cela méritait d'être respecté, ajoutant simplement que le jour venu, ce serait un grand plaisir si l'occasion se présentait. 5 ans à décliner des offres de grands clubs, à observer les Bleus de loin depuis chez lui, à laisser mûrir une seule idée fixe, attendre que le poste qu'il voulait vraiment se libère enfin, quitte à passer pour l'entraîneur le plus cher jamais resté sans emploi de son plein gré. Alors maintenant que ce moment est arrivé, la tâche qui l'attend n'a rien d'une formalité. Il hérite d'un groupe précis, celui qui vient de tomber contre l'Espagne, Maignan dans les cages, une défense composée de Koundé, Upamecano, Saliba et Digne, un double pivot, Tchouaméni-Rabiot, et devant, un trio Dembélé-Olis Barcola, censé alimenter Mbappé, capitaine et meilleur artificier de cette génération. C'est une génération à la fois dorée et frustrée, finaliste en 2022, écartée dès les demi en 2026, et en manque cruel de nouveaux trophées collectifs depuis 2018, mais aussi une génération qui, selon plusieurs proches du vestiaire, attend avec impatience de jouer sous les ordres de celui avec qui Mbappé entretient une relation de confiance construite au fil des saisons. Le premier rendez-vous est fixé au 25 septembre, en Turquie, pour une Ligue des Nations qui ne sera qu'un galop d'essai avant le vrai objectif affiché par la fédération. Ramener un titre européen que les Bleus n'ont plus soulevé depuis l'an 2000, l'année où un certain numéro 10 portait déjà le maillot bleu et finissait meilleur joueur du tournoi.